Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation sur les réseaux informatiques. Je suis encore très ravi de vous faire cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer concrètement c'est quoi le modèle OSI en parlant de la couche 3 sur c'est-à-dire le rôle de la couche réseau. Et vous devez suivre attentivement pour bien comprendre le rôle de cette couche, pour bien assimiler ce qui va suivre aussi. Mais avant cela, si vous aimez vraiment les cours de Dadi Academy, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et aussi partager, inviter vos amis et n'oubliez pas aussi de s'abonner pour que les gens, pour que vous puissiez aussi recevoir les notifications lorsque une vidéo sera aussi prête sur la chaîne. Donc, nous allons essayer juste de parler de la couche réseau, son rôle, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Voilà. Dans le contexte général, on va faire un petit rappel, hein, parce que le rappel, ça profite toujours quelque chose de bon pour la communauté. On va rappeler c'est quoi même le modèle OSI. Parce que depuis quelques mois, nous parlons du modèle OSI. Vous avez vu que je prends énormément pour vous expliquer cela parce que je sais que c'est une phase cruciale. C'est un cours important à comprendre, à maîtriser par cœur pour mieux être un bon administrateur réseau. Le modèle OSI, comme on le dit, c'est the Open System Interconnection, est un modèle de référence qui définit les différentes étapes de communication dans un réseau informatique. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça, c'est les étapes qui vous permettent de communiquer, c'est-à-dire la communication dans un réseau informatique. C'est comme dans une équipe, il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des étapes de communication entre vous pour que vous puissiez se comprendre. Il est composé de 7 couches, ça je ne vais pas revenir sur ça, chacune ayant un rôle spécifique. Et ce sont ces rôles-là que nous sommes aujourd'hui en train d'apprendre. Ça sera notre troisième couche, donc la couche réseau pour comprendre, également appelée couche 3, et la troisième couche du modèle OSI. Son rôle principal est de gérer la transmission des données à travers un réseau. Maintenant, dans ça, voici les fonctions clés de la couche réseau dans le modèle OSI. Je vous ai pas dit toutes les fonctions, mais je vous parle des fonctions clés, des fonctions importantes. La première des choses, on parlera du routage. C'est quoi le routage? Un administrateur réseau doit comprendre c'est quoi un routage, comment ça se passe, théoriquement, avant de se mettre à pratiquer. Et on parlera aussi de l'adressage logique. On parlera troisièmement de la fragmentation et du réassemblage des paquets. Ok? Le contrôle de flux, quatrièmement et cinquièmement, avec ce dernier point, on parlera un tout petit peu de l'encapsulation et de décapsulation. Parce qu'on avait déjà fait un cours dédié à l'encapsulation et la décapsulation. Si nous prenons notre premier point ici, la couche réseau, c'est-à-dire le premier point, on parle du routage. Qu'est-ce que un routage? C'est des choses que un admin doit comprendre. Parce que même en entretien, il se peut que vous pouvez venir juste, on va vous demander c'est quoi le routage. Donnez-moi quelques protocoles de routage. Vous avez vu, c'est pour cela, vous devez, je m'excuse, vous devez comprendre d'abord, maîtriser la théorie. Mais si vous, c'est seulement pratiquer, vous savez, ça va être compliqué. On vous dit que la couche réseau est responsable du routage des données entre différents réseaux. C'est-à-dire, le routage, c'est c'est la route qui mène vers plusieurs quartiers, c'est-à-dire dans la vie réelle, mais vers plusieurs villes ou plusieurs destinations. Oui, elle prend des décisions sur la meilleure route à suivre pour atteindre la destination finale.
en tenant compte des facteurs tels que la congestion du réseau, les coûts et d'autres métriques. Je vous donne une explication dans la vie réelle. Lorsque vous voulez vous rendre à un point B, vous êtes à un point A, vous voulez vous rendre à un point B, et que pour se rendre à ce point-là, il y a plusieurs chemins. Qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Avant qu'on y revienne dans l'aspect informatique, vous regardez d'abord le chemin où il y aura moins d'embouteillage. Ça, c'est un. Vous pouvez encore regarder un chemin où on vous a parlé du coût. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop dépenser pour arriver à destination. Et encore, on va parler un peu de métrique. C'est-à-dire ici, par exemple, si vous voulez en comprendre, s'il y a plusieurs checkpoints, ça peut vous retarder. Et c'est la même chose aussi dans le réseau aussi. Donc, lui, le routage, il va regarder le chemin, la meilleure chemin à suivre pour atteindre la destination finale. Donc ici, la meilleure route ne veut pas dire ici le chemin le plus court. Non. Un chemin peut être court, mais vous pouvez avoir beaucoup de congestion, beaucoup d'embouteillages. Donc là, il faut encore regarder. Donc, c'est qu'on appelle ici le chemin le plus optimal généralement, où vous allez dépenser moins, où il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, et ainsi de suite. Le réseau aussi, c'est comme ça. Donc, le routage est le processus de sélection du meilleur chemin, retenez bien, du meilleur chemin pour acheminer des données d'un périphérique source A vers un périphérique source de destination B. Donc cette opération est réalisée par la couche réseau du modèle aussi. Comprenez, c'est ça. Le routage, c'est toujours au niveau de la couche 3. On va parler de quelques principaux concepts liés au routage. On parlera, pour identifier déjà un chemin, ici, on parlera de l'adresse IP. C'est-à-dire que chaque adresse IP, retenez bien, chaque périphérique du moins, sur un réseau TCP/IP, c'est-à-dire du protocole Internet, est identifié par une adresse IP. C'est comme si vous avez plusieurs routes. Généralement, il y a le nom des routes, n'est-ce pas? Si c'est entre les humains, on dit que il y a un groupe ici, chacun a un nom. C'est ça qui va vous permettre d'identifier la route, d'identifier la personne. Maintenant, ici dans le réseau, on utilise ce qu'on appelle les adresses IP, qui nous permettent d'identifier tel périphérique et tel autre périphérique. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous n'êtes pas convaincu, continuez encore avec moi. Avec ça aussi, on parlera aussi d'une table de routage. Vous comprenez? C'est important. Maintenant, vous comprenez que les routeurs, ils ont ce qu'on appelle une table de routage, qui sont des dispositifs de la couche réseau toujours utilisent des tables de routage, de routage pour déterminer la meilleure route pour transférer les paquets. Ces tables contiennent des informations sur les réseaux voisins et les chemins disponibles. On vous dit que vous aussi, si retenez bien que la table de routage, c'est comme si l'être humain s'est dit le cerveau ici qui est là, dans la tête. Donc pour aller à un point B, si vous connaissez la destination, vous dites que il y a telle route ici, il y a telle route ici. Ça c'est la table de routage. C'est la tête là, c'est la table de routage aussi. Et là maintenant vous essayez maintenant de vérifier et vous identifier théoriquement dans la tête. Attends, je vais passer par ici, je vais passer par là pour atteindre rapidement. Donc pour ça, on vous dit que c'est ce qui vous permet, c'est-à-dire ces tables-là contiennent des informations sur les réseaux voisins et les chemins disponibles. Le routage maintenant, ça peut être dynamique et ça peut être
statique. Quand on parle d'une routage statique, là, c'est l'administrateur qui configure manuellement les routes. Revenons maintenant dans le réseau, dans l'informatique. On vous dit que, par exemple, lorsque ce routeur-là veut communiquer avec tel routeur, soit vous faites du routage statique, ou bien vous faites du routage dynamique. Vous comprenez ça déjà, statique, c'est l'administrateur qui configure manuellement les routes dans les tables du routage. Donc c'est une méthode simple, mais moins flexible, car elle ne s'adapte pas aux changements dynamiques du réseau. Et là, vous savez que toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Lui, son inconvénient est que si vous configurez une route manuellement, statique, lorsqu'il y a un changement du réseau, vous êtes encore obligé de revenir pour faire une reconfiguration manuelle du routage. Ok? Maintenant, si on parle maintenant c'est-à-dire du routage dynamique, ici c'est le routeur utilise des protocoles de routage. Là, c'est ça ce que je vous parlais tout à l'heure les protocoles qui sont utilisés au niveau de cette couche-là. Donc, je ne parle pas de 7 ans avec le chiffre, mais CEETE. Ok? Donc, les routeurs, qui utilisent ça, du réseau pour ajuster automatiquement leur table de routage en fonction des changements, des protocoles tels qu'il y a le RIPON, il y a le SPF, il y a le BGP. Ce sont des protocoles qui sont couramment utilisés. Nous avons parlé aussi du métrique. Vous avez vu, on va parler de la conjonction, on parle du coût, on parle maintenant du métrique. Qu'est-ce qu'une métrique? Qu'est-ce qu'une métrique au niveau des réseaux? C'est-à-dire, les routeurs utilisent des métriques pour évaluer la quantité d'un chemin. Je m'excuse, la qualité d'un chemin. La qualité d'un chemin. La métrique est une valeur numérique associée à chaque chemin possible. Donc, chaque chemin a ce qu'on appelle une métrique. C'est-à-dire une valeur numérique associée à chaque chemin, et le routeur choisit le chemin avec la métrique la plus basse. Donc, lorsque la métrique elle est plus basse, là, cela veut dire que le routeur il va comprendre que ça c'est le meilleur chemin à adopter. Ok? Donc, il y a des algorithmes aussi, on parle des algorithmes de routage. Donc, ce sont des protocoles de routage dynamique qui utilisent des algorithmes spécifiques pour déterminer le meilleur chemin aussi. L'OSP, par exemple, c'est du Open Short Path First, c'est-à-dire qui utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer le chemin le plus court. Lui, c'est comme ça il fait cible. Donc, avec les protocoles, lui, c'est ça qu'il va utiliser. Maintenant, ici, c'est BGP, c'est-à-dire Border Gateway Protocol. Il prend en compte plusieurs facteurs pour prendre des décisions de routage complexes entre différents domaines autonomes. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une configuration par défaut. Une configuration par défaut, là, c'est le routeur. Les routeurs peuvent être configurés avec un chemin par défaut ou route par défaut, ok, qui est utilisé lorsque la destination n'est pas répertoriée dans la table de routage. Donc, il va prendre juste quelque chose par défaut. C'est comme si, par exemple, vous installez un logiciel. Ah, bon, ok. Et vous ne connaissez pas grand chose, vous faites juste du suivant. Ça, c'est par défaut. L'installation par défaut. Donc, la convergence aussi. La convergence est le processus par lequel les routeurs ajustent rapidement leur table. Donc, lorsque, par exemple, il y a une modification, il y a une suppression, il va essayer, le routeur, lui, va essayer carrément d'ajuster rapidement sa table de routage pour maintenant pour comprendre le chemin pour chaque périphérique. Donc, si en résumé on pourrait dire que le routage est essentiel pour permettre la communication efficace entre les périphériques sur un réseau. Il implique, comprenez bien qu'il implique ce qu'on appelle ici, il implique la sélection du meilleur chemin, la mise à jour dynamique des tables de routage,
l'utilisation d'adresses IP et de métriques et la gestion des changements dynamiques dans le réseau. Quand c'est des changements dynamiques, là on a dit que ça va faire une convergence qui va essayer de stabiliser, de rétablir la table de routage. Mais quand c'est manuel, là c'est vous en tant qu'administrateur réseau qui va revenir pour le faire. Et là, on va parler maintenant de l'adressage logique. Je vais aller un peu plus vite. Donc, chaque dispositif sur un réseau a une adresse logique attribuée à la couche réseau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est cette adresse qui va permettre d'identifier de manière unique chaque périphérique dans le réseau. Et elle est essentielle pour le routage correct des données. Si vous ne connaissez pas là où vous voulez aller, vous n'allez jamais arriver à destination. Vous voulez aller quelque part, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc ici, l'adressage logique, elle fait référence à la manière dont les périphériques sur un réseau sont identifiés de manière unique au niveau de la couche réseau. Cela se réalise principalement à l'aide des adresses IP, Internet Protocol, dans le contexte des réseaux TCP/IP, Transmission Control Protocol ou bien Internet Protocol, qui est le modèle de protocole utilisé. Il y a des adresses IP, donc là, pour identifier, si on peut dire par exemple 192.168.1.1 par exemple, c'est ce qui permet d'identifier tel périphérique à tel autre périphérique. Il y aura aussi des hiérarchies d'adresses IP du réseau privé et public, c'est-à-dire le LAN, ou bien aussi on parlera du WAN, on parlera aussi du masque de sous-réseau, on parlera aussi du dynamique, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour faire ça du manuel et du dynamique en fait, ok, avec l'IPv4 ou bien de l'IPv6 aussi. Vous avez vu? Donc, vous devez aussi comprendre ça. Mais la troisième partie, on parlera de la fragmentation. Quelque chose de très important, la fragmentation et le réassemblage. La couche réseau peut fragmenter les données en paquets plus petits pour faciliter leur transmission à travers le réseau. Puis, le réassembler à la destination. Cela est particulièrement important lorsque le réseau ont des tailles de paquets maximales différentes. C'est important. Je vous explique encore. Si on parle de la fragmentation, c'est ça qu'on appelle de la division, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, vous avez un colis, et dans ce colis-là, il y a plusieurs autres petits colis dedans. Je reviens juste dans la vie réelle. Vous avez plusieurs colis à l'intérieur. Donc, vous avez un fardeau comme ça. Vous ne pouvez pas l'amener à la destination en une seule fois. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'essayer de le fragmenter, de le diviser, de le scinder à des petites quantités pour que vous puissiez les transférer, c'est-à-dire même transporter vers le point B. C'est ce qu'on appelle de la fragmentation. Donc, dans le réseau aussi, il va faire quoi? Il regarde la taille du paquet. Il regarde la taille du paquet. Quand le réseau, par exemple, il y a des restrictions sur la taille maximale de paquet, on vous dit, par exemple, que vous ne pouvez pas envoyer en même temps, par exemple, plus de 20 mégas, et que votre paquet fait 25 mégas, il ne passera pas d'abord. Mais maintenant, c'est la couche réseau qui est chargée de fragmenter. Il est chargé de fragmenter. Donc, pour qu'il puisse aujourd'hui faire passer ça dans le réseau. Donc, c'est ça qu'on appelle le dépassement de taille de limite. Si les données à transmettre, comme je vous l'ai dit, dépassent la taille maximale autorisée par le réseau, elles doivent être fragmentées en morceaux plus petits pour pouvoir être transmises efficacement. Comme je vous ai dit, il y aura la division de fragments et la transmission de fragments. Il divise d'abord et puis il envoie les fragments. Donc, lorsqu'il va diviser,
les données sont grandes pour être transportées, donc ils divisent en petits. Donc chaque fragment contient une partie de données originales, telles que par exemple le numéro de séquence pour permettre le réassemblage à la destination. Oui, c'est important aussi, parce que si vous essayez dans la vie réelle, je reviens dans la vie réelle, j'étais dans la vie informatique. Dans la vie réelle, lorsque par exemple vous essayez par exemple de faire une fragmentation, c'est-à-dire le désassemblage par exemple d'un téléphone ou d'un ordinateur, vous devez aussi comprendre que vous devez ramener chaque matériel là où il était pour que le fonctionnement puisse marcher. Si vous prenez 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, pour ramener ça, il faut encore ramener l'ordre. C'est ce qu'on appelle le numéro de séquence. Pour permettre le réassemblage, 1, 2, 3, vous mettez ça pour que vous puissiez encore retrouver votre trame, votre paquet aussi. Donc, il y aura l'entête des fragments, donc l'information cruciale, c'est-à-dire que chaque fragment contient des informations dans son entête. On a parlé des entêtes un peu derrière, pour permettre pour permettre la réassemblage aussi correct à la destination. C'est ce que je vous ai dit. Ces informations incluent généralement un numéro de séquence et d'indication sur la position du fragment. Donc, on dit que lui, sa position numéro c'est 3, sa position c'était par exemple 4. Numéro 3 et 4 comme position. Et maintenant, au niveau du réassemblage, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est à la destination. Une fois que tous les fragments sont arrivés à la destination, donc là, la couche de la destination utilise les informations contenues dans les entêtes pour réassembler ce qu'on appelle ici les fragments dans le bon ordre et reformer les données originales. Sinon, les données seront illisibles. Donc, elles ne pourront pas passer. Donc, il va falloir qu'on fasse un réassemblage aussi. Est-ce que je me fais comprendre là? Donc, il y a quelque chose, il y a une conséquence par rapport à tout cela sur la fragmentation. Donc, cela peut entraîner une surcharge en termes de traitement des fragments au niveau des routeurs et des périphériques du réseau. Parce que ici, lorsqu'il y a plusieurs fragmentations, à chaque fois il y a des données à fragmenter, ça peut ralentir le routeur aussi, hein. Le traitement sera encore un peu beaucoup plus long que possible. Donc, et comprenez qu'aussi il y a une possibilité de perte de fragments. Donc, sur des réseaux moins fiables, il existe la possibilité que certains fragments soient perdus en cours de route, nécessitant une retransmission. Donc, il va falloir encore retransmettre cela. Donc, si nous parlons en résumé par rapport à la fragmentation et le réassemblage, c'est un mécanisme nécessaire pour permettre la transmission des données. Vous-même, vous pouvez le répondre que c'est le mécanisme qui permet la transmission des données nécessaires sur des réseaux avec des contraintes de taille de paquet. Elle divise les données en fragments plus petits pour les adapter aux exigences spécifiques de chaque segment du réseau. Donc, ainsi facilitant l'acheminement. C'est ça. Vous comprenez? Ça dit facilitant l'acheminement d'un point A vers un point B. Retenez très bien. Voilà, donc ici, si on parle maintenant du contrôle de flux, donc la couche réseau peut également gérer le flux de données entre les périphériques pour éviter la congestion. Ah, c'est important, hein? Elle utilise des mécanismes de contrôle de flux pour garantir que les périphériques émetteurs n'envoient pas de données plus rapidement que le récepteur qui peut traiter. C'est important. Comme disent les Anglais, it's very important. Revenons dans la vie réelle. Lorsque
dans une salle de classe, lorsque tous les étudiants veulent parler en même temps, au même moment, au professeur, c'est ce qu'on appelle la congestion en réseau. Cela veut dire que le professeur là, il ne pourra pas les répondre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la demande, elle est supérieure à l'offre. Donc, comment maintenant il va essayer d'éviter? Comment on évite ce qu'on appelle la congestion dans le réseau? Donc, l'objectif principal est d'éviter la congestion du réseau en régulant la quantité de données transmises entre les périphériques émetteurs et récepteurs. Ah oui, c'est ça. Si tout le monde veut parler au même moment à une seule personne, il n'y aura pas de communication. Maintenant, dans le réseau, qu'est-ce que ça va faire? Il y aura ce qu'on appelle une fenêtre de transmission. C'est-à-dire que le contrôle de flux repose souvent sur l'utilisation d'une fenêtre de transmission, puis représente le nombre maximum de paquets à transmettre. Donc, le réseau va comprendre que, donc, je dois envoyer tel nombre de paquets à mon récepteur. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que l'autre fait du hack. C'est-à-dire, hack, c'est l'accusé de réception. L'accusé de réception. L'accusé de réception. Attendez, je quitté, voilà. L'accusé de réception. Donc, c'est l'émetteur maintenant qui envoie une certaine quantité de données, puis attend de recevoir un accusé de réception. Le ACK du récepteur. Maintenant, l'ACK indique que les données ont été reçues avec succès et que l'émetteur maintenant peut envoyer davantage de données. Ici, on parlera même du TCP, de l'UDP. Ok? On a fait le TCP et l'UDP, on a parlé de ça dans des différentes vidéos. Donc, l'avantage du contrôle de flux. Je vous ai parlé, ça c'est quelque chose de terre à terre, comme on le dit. C'est l'optimisation des performances et l'adaptabilité aussi. Donc, en régulant le flux de données, le contrôle de flux évite la congestion du réseau. Il optimise les performances et prévient la perte de données. Vous comprenez? L'adaptabilité, c'est les mécanismes de contrôle de flux sont conçus pour s'adapter aux conditions changeantes du réseau, garantissant en fait aussi une transmission efficace même dans les environnements variables. Il y a aussi des inconvénients, c'est qu'on appelle de latence potentielle. Donc l'attente, j'ai dit latence et l'attente. Latence potentielle, latence, c'est-à-dire c'est la lenteur au niveau du réseau. C'est lorsque il faut déjà patienter pour que le récepteur puisse renvoyer un acte pour dire que oui, j'ai reçu les données, donc tu peux renvoyer ça. Donc, à résumer, le contrôle de flux est essentiel pour garantir une communication efficace dans les réseaux en régulant le flux de données entre le périphérique émetteur et récepteur. Entre celui qui va essayer de réguler ça. Vous avez vu que la couche réseau joue un rôle important dans la communication du modèle OSI TCP/IP. Donc les mécanismes de contrôle de flux jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances et la prévention dans la congestion du réseau. J'espère que vous avez compris. On parlera aussi de l'encapsulation et la décapsulation. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. On avait déjà parlé de l'encapsulation et de décapsulation. Donc, la couche réseau ajoute des entêtes aux données au niveau de l'émetteur et les retire au niveau du récepteur. Revenez sur la 9e vidéo. Je pense que c'est là-bas où je parlais de l'encapsulation. Comment les données sont encapsulées, comment elles sont transmises dans le modèle OSI en fait.
Donc, ces en-têtes contiennent des informations telles que les adresses, sources et destinations, ainsi que des informations de contrôle nécessaires pour la transmission et la réception des données. N'oubliez pas qu'il y aura, comme je vous ai dit, les en-têtes. Au niveau de ces en-têtes, il va prendre ce qu'on appelle l'adresse MAC. MAC, c'est Media Access Control. Il y a encore l'encapsulation en cascade. On parlera du TCP, du HTTP. Maintenant, la réception de données. Après, fera maintenant la décapsulation. Donc, on a expliqué ça la fois passée. Vous pouvez toujours revenir sur ça. Donc, mais un exemple un peu simple par rapport à ça. Donc, à la destination dans les réseaux, par exemple TCP/IP, la trame Ethernet est décapsulée en révélant la datagramme IP. Puis la datagramme IP est décapsulée pour révéler la trame TCP. Et enfin, la trame TCP est décapsulée pour révéler les données de la couche application. Vous avez revenez sur l'ancienne vidéo. En résumé, l'encapsulation et la décapsulation sont des processus essentiels dans la communication en réseau permettant aux données d'être transmises efficacement à travers les différentes couches du modèle aussi. Chaque couche qui ajoute son en-tête et retire des en-têtes spécifiques, facilitant ainsi le bon acheminement et la manipulation des données. You understand? Est-ce que vous êtes convaincu? Vous avez compris? Vous devez comprendre tout ça. Cela veut dire que même en dormant, votre réseau a un problème. C'est ça ce qui va vous permettre de faire le troubleshooting. Ok? Faisons maintenant juste la conclusion de la couche réseau. En résumé, la couche réseau joue un rôle crucial dans la gestion des communications entre les périphériques sur les réseaux différents. Vous avez vu? Vous pouvez avoir des réseaux différents. Et c'est à partir de là maintenant on parle de routage. C'est la couche réseau qui gère ça. Elle s'assure que les données sont correctement acheminées, fragmentées, si nécessaire. On a dit si nécessaire, parce que quand est-ce qu'une donnée est fragmentée, c'est lorsque sa taille dépasse la limite autorisée dans le réseau. Sinon, elle ne sera pas fragmentée. Faut pas dire que Daddy vous a dit que les données seront toujours fragmentées. Non, non, non. Ne m'accusez pas. Je n'ai pas dit ça. C'est si nécessaire. Et que l'adressage logique est utilisé pour identifier les périphériques dans le réseau. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à partager, de liker et de me donner un gros pouce bleu parce que c'est grâce à ça que YouTube va essayer de continuer de référencer ma chaîne Daddy Academy. Et vous aussi, essayez de vous abonner et voilà, et faites une excellente formation. Et d'ici là, on se retrouve dans quelques jours pour faire une autre vidéo de formation. Alors, ciao, au revoir.